Aujourd'hui, quand on me dit quel travail je fais, je trouve ça toujours très compliqué parce que pour moi, le travail, j'en ai une notion de gros mots compliqués, ouais, travailler, c'est pas forcément, intéressant pour moi. J'ai envie de jouer. Je me dis que le matin, je me lève pour aller jouer et je trouve ça trop chouette. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Caméo. Je suis en compagnie de Lauriane. Bonjour Lauriane. Bonjour, bonjour à tous. Et de Sarah Cornibert. Bonjour Sarah. Bonjour à vous. Alors première question Sarah, mais déjà, avant de commencer la première question, déjà je voulais te remercier d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment très content de t'avoir au micro de Caméo aujourd'hui. Et Eh bien, bien, je voulais... Oui, pardon. non, non, j'allais dire merci. Mais déjà, Sarah, comment tu peux te présenter aux auditeurs aujourd'hui? Comment tu as l'habitude de te présenter? Eh bien, je suis comédienne, c'est comme ça que je me présente, et à l'intérieur de ce métier, il y a plein d'autres, sous-métiers. Et puis je suis curieuse et intéressée par, beaucoup de choses. Du coup, comédienne, je fais de la voix, du doublage, et autant de la voix en film institutionnel, film d'entreprise, documentaire, audio guide, et puis, j'ai fait beaucoup de théâtre aussi. Je viens du théâtre à la base d'ailleurs. Je fais des photos, autant devant l'objectif que derrière, de la musique. J'écris, je compose, je chante. J'oublie peut-être des choses. C'est déjà pas mal. Effectivement, c'est déjà pas mal. Il y a beaucoup d'activités. On comprend pourquoi tu es au micro du podcast aujourd'hui. Ça, ça reste une évidence. Qu'est-ce qui t'a amené vers ces professions artistiques? Est-ce que pour toi, ça a été une évidence dès le début, dès le plus jeune âge, ou c'est quelque chose qui t'a amené au fur et à mesure? Ça a toujours été une évidence depuis que je suis petite. J'ai l'envie de m'exprimer, de dire et de faire quelque chose qui va me permettre de jouer. Ma maman, depuis que je suis petite, elle me disait d'avoir un métier qui m'anime, dans lequel je puisse m'épanouir et et aussi d'être jusqu'au boutiste, d'aller au bout de ce qu'on fait. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours gardé et du coup, j'ai d'abord voulu être, petite, magicienne, puis, écrivaine, musicienne, comédienne, danseuse et j'ai fait un espèce de brassage de tout ça. Je crois que j'avais envie de faire des spectacles qui mélangeaient théâtre, danse, musique, images, heu, de faire du pluridisciplinaire parce que, j'avais pas envie de choisir et je comprenais pas pourquoi on me disait qu'il fallait que je choisisse un métier. Hem D'ailleurs, petite parenthèse, mais aujourd'hui, quand on me dit quel travail je fais, je trouve ça toujours très compliqué parce que pour moi, le travail, j'en ai une notion de gros mots compliqués, ouais, travailler, c'est pas forcément, intéressant pour moi. J'ai envie de jouer. Je me dis que le matin, je me lève pour aller jouer et je trouve ça trop chouette. Heu, voilà, en gros, pour la présentation. Après, je peux revenir en détail dans le parcours. Je trouve ça super intéressant parce que cette notion de vouloir jouer finalement et que le travail, c'est vrai qu'on a cette notion de travail égale souffrance, quoi. D'ailleurs, je pense qu'étymologiquement, ça vient d'ici. Mais on a gardé aujourd'hui dans la société que si on devait travailler, il fallait que ça soit compliqué, fallait que ça soit dur, il fallait qu'on en souffre en quelque sorte. Et toi, c'est quelque chose donc finalement que tu as tout de suite mis de côté en disant: «Moi, je veux jouer et je veux faire ce qui me fait plaisir», quoi. En ce moment, j'aime bien le mot enthousiasme et heu et c'est vraiment ça. Je me dis chaque jour, il faut qu'il y ait faire les choses, peu importe ce qu'on fait, peu importe le métier dans lequel, on gravite, de pouvoir faire les choses avec joie, avec passion et avec enthousiasme. On le sait, il y a plein de moments où on fait des choses qui sont difficiles, compliquées et c'est normal. Mais avoir la chance de se dire, «Je vais choisir un métier où je vais pouvoir m'épanouir et faire ce que j'aime». On passe tellement de temps dans son métier, faisons quelque chose, ouais, qui nous anime et du coup, on en sera plus performant et on pourra plus, atteindre les gens, je sais pas, ouais, être Alors moi, rayonnant. je trouve ça super intéressant comme, idée et je me dis que,
Tu as eu de la chance d'avoir une maman comme la tienne qui t'a inculqué ça depuis le plus jeune âge. Du coup, je prends des notes pour ma fille pour lui dire ça. Parce que j'ai dû redécouvrir là, peut-être à 35, 36 ans, qu'il fallait suivre le plaisir, y compris au Mm. travail, et qu'on avait le droit de s'amuser, on avait le droit de choisir un truc qui n'était pas forcément rébarbatif ou qui n'était pas forcément difficile. On avait le droit de choisir la voie qui était la plus évidente. Et je note pour ma fille, lui donner le Bah, droit de faire ouais. ça. Bah, en tout cas, moi, j'ai un petit garçon qui a 3 Mm. ans. Et c'est ça que je lui dis, moi, je lui dis, toi, tu vas à l'école pour jouer, mais moi aussi, je vais jouer et j'aime mon travail et je trouve ça hyper important de s'épanouir. Et en tant que parent, c'est bien aussi de montrer l'exemple à nos enfants que on s'éclate dans ce qu'on fait et que c'est trop bien. Et toi aussi, tu peux trouver un truc qui va te passionner et t'amuser, peu importe ce que c'est, mais trouve l'essence. Non, mais c'est hyper important parce que moi, je sais que je mettais beaucoup l'accent sur le fait que c'est une fille, mais qu'elle aura le droit de faire ce qu'elle veut comme travail, parce qu'il y a encore beaucoup de problèmes de genre, etc., à ce niveau-là, dans l'image de la société, etc. Mais mettre l'aspect sur fais ce que tu aimes, je suis pas sûre que j'ai mis assez. Petit à petit. Mais donc ça va venir. Mais c'est super intéressant parce que bah, je pense qu'on est beaucoup dans la communauté à ce que tu dis. Comme tu disais, on nous a forcés à choisir. On nous a toujours dit il faut choisir quelque chose. Et donc du coup, en fonction de la vision qu'on a du travail, eh ben, on n'a pas forcément choisi les choses qui nous semblaient les plus simples ou qui nous faisaient vraiment plaisir. Donc je pense que ça, c'est un message hyper important, un modèle, montrer que c'est possible en fait. Moi, j'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais jeune et on m'a dit bah non, tu peux pas parce on réussit pas dans le théâtre. Au cas où on l'aurait pas cru. On J'ai gagne pas aucun d'argent. artiste, voilà, j'ai aucun artiste dans la famille. Euh, Mais il y a ce côté il y a des rêves et puis en fait, il faut être réaliste. Il y a un vrai travail, c'est un travail, on se lève le matin à 8h et on pointe à la fin de la journée à 17h. Et donc du coup, je trouve ça bien de te rencontrer et de voir d'autres modèles Mm. de ce que ça peut donner en fait quand on se laisse la liberté d'eux. Mais du coup, qu'est-ce qu'un vrai travail? Moi, c'est ça que je trouve rigolo quand on dit, ah oui, faudrait faire un vrai travail. Mais du coup, il y a plein de métiers à nous de les créer, en fait. Et de ne pas se limiter à, je vais faire ça parce que dans la société, ça fait bien, ou je vais gagner beaucoup d'argent, ok, mais je vais en faire quoi Ah, ça. aussi? Parce que gagner de l'argent, oui, mais pour faire quoi avec? Euh, Est-ce que ça va nous rendre heureux? Bon, on connaît la chanson. Euh, ouais. Mais justement, pendant ton parcours, quand tu disais que toi, tu voulais jouer, que tu voulais faire quelque chose qui te passionnait et qui te tenait à cœur, comment ça a été accueilli autour de toi? Est-ce que t'as rencontré de la résistance ou c'est passé de manière assez fluide? Non, je dirais plutôt fluide. Par contre, comme je Mm. le disais au début, c'était OK, tu veux faire ça, mais va jusqu'au bout. Par contre, s'engager dans les choses, oui, mais par exemple, j'ai commencé le piano, j'avais 10 ans, au conservatoire, avec du solfège, tout ça. Tout de suite, on nous a répondu: «Oui, mais ce ne sera pas une virtuose». Ma mère avait répondu: «Bah oui, mais elle ne veut pas forcément être une virtuose». Heu, mais elle m'a acheté un piano en me disant: «Un piano, ça a un prix. Si tu démarres, bah, engage-toi». Et je trouve ça aussi important. Faire ce qu'on aime, oui, mais pas trop papillonner. Parce que c'est aussi un peu le risque quand on aime faire beaucoup de choses. C'est d'aller voir tellement de choses et de tellement explorer que du coup, on va pas forcément creuser et aller au bout. Et du coup, pour revenir à mon parcours, il a quand même bien fallu choisir à un moment donné qu'est-ce que je voulais faire. Je faisais de la danse depuis que j'ai 6 ans, donc du piano. J'ai ensuite fait du théâtre, j'ai fait un bac théâtre. Heu et arrivée pour les études supérieures, vers quoi je me dirige? Et du coup, j'ai choisi de faire des études supérieures. J'ai un master d'art du spectacle, en plutôt orienté théâtre et j'ai choisi le théâtre parce que ça me semblait être un art qui pouvait, voilà, mêler, ce que je disais tout à l'heure, la pluridisciplinarité, faire des spectacles,
si j'ai besoin d'utiliser le langage corps, eh ben, je vais faire de la danse. Si j'ai besoin d'utiliser le langage musique, de la musique. Et je voyais ça plutôt comme ouais, des langages pour s'exprimer avec un vecteur plutôt théâtre, texte. Donc, j'ai rencontré des gens en arrivant à Lyon. On a monté d'abord une première compagnie qui s'appelait les Licornes Zébrées. On montait des textes plutôt classiques. On a monté On ne badine pas avec l'amour, Lettre d'une inconnue, que j'ai joué beaucoup et qui m'a fait grandir, parce qu'on l'a joué peut-être une centaine de fois. Heu, donc en rencontrant tous ces gens, c'était chouette de pouvoir jouer. En parallèle de ça, en parallèle de ce master, j'ai essayé en vain de rentrer dans une école supérieure de théâtre. J'ai beaucoup essayé. Heu, je suis parfois allée au bout, parfois je suis allée jusqu'au stage. Il faut savoir que dans ces concours, on est à peu près 800 000 et à la fin, il n'y a plus que 12 personnes. J'aurais vraiment aimé, mais c'est pas grave. Ça m'a aussi appris à être, endurante, me dire que j'étais pas attendue, que si j'avais vraiment envie de faire ce métier, bah, il fallait se bouger. Comme beaucoup de personnes qui font du théâtre, j'étais timide et réservée. Donc ça m'a fait beaucoup de bien de me dire: «OK, tu veux faire ça? Ben, va falloir y aller, en fait. Personne t'attend. Si tu veux réaliser tes rêves, bah, il faut pas attendre. Personne va venir te chercher». Donc voilà, au fil et à mesure des rencontres, j'ai monté une autre compagnie avec d'autres personnes qui s'appelait Les Divergents. On s'était rencontrés dans une école qui mélangeait théâtre, danse, musique et images, où j'avais enfin réussi à rencontrer des gens qui étaient pluridisciplinaires. Et on a joué un spectacle sur la sexualité, la féminité, qu'on a joué pas mal en rue, au Aurillac, en théâtre, en appartement. Et c'était aussi une une belle découverte de pouvoir jouer, en théâtre de rue, puisque ça pardonne pas. Les gens, ils aiment pas, ils s'en vont. S'ils aiment, ben, ils sont là. Et ça m'a fait, ouais, c'était une vie de troupe que je trouvais chouette. Du coup, voilà, j'arrive, je sais plus, à l'époque, 22-23 ans. Je me sens comédienne, il faut y aller. J'ai ensuite, fait la rencontre de gens à Bourg-en-Bresse avec qui j'ai joué pendant 7-8 ans. Plusieurs, textes plutôt théâtre engagé. On avait monté une pièce sur la fermeture des entreprises Le Jabi. Heu, super chouette, engagée, intéressante. Plein de textes comme ça. On intervenait aussi en collège, lycée, pour aussi leur montrer que le théâtre, c'était pas juste, pénible, chiant, poussiéreux, mais que ça pouvait être, passionnant. J'aimais bien dire aux jeunes d'ailleurs, aussi ça, faites un métier qui vous anime. Parce qu'il y avait le côté paillettes, «Waouh, vous êtes comédien, trop bien». Mais je leur disais: «Oui, il y a comédien, mais il y a plein d'autres choses». Heu, je peux continuer longtemps comme ça, hein, sur mon parcours. Ah, mais on t'écoute, Ouais, hein, c'est t'inquiète. Nous aussi, on peut c'est t'écouter passionnant. longtemps, ça tombe bien. C'est passionnant. Mais du coup, moi, OK. la question que j'ai, c'est comment tu es arrivée, du coup, au doublage? Parce que c'est beaucoup ce que tu fais et je Oui, sais aujourd'hui, c'est ça. que c'est un milieu très fermé à la base. Donc comment passer, de cette vie de troupe, de texte, de scène et cetera, au doublage? J'avoue que j'ai hâte de savoir le retournement de situation. Bah, ça s'est fait dans une sorte de continuité, la voix, le doublage, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, c'est la majeure partie de mon activité et j'aurais jamais imaginé que je serais en majorité comédienne voix. Heu, j'ai attendu, je dirais, d'avoir 25 ans. J'avais, la sensation qu'il fallait que je sois suffisamment comédienne pour rentrer dans ce métier et je pense que j'ai bien fait. En tout cas, pour moi, là où j'en étais. J'avais déjà pas mal joué, pas mal fait de scènes. À l'époque, il y avait pas de formation.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de formations pour être comédien voix. Je dirais même que c'est une des portes d'entrée qui fait gagner tellement de temps. Mais ça n'existe pas, enfin pas tellement il y a une dizaine d'années. Donc, j'ai fait comme tous les comédiens voix de l'époque. Je suis allée taper à la porte des studios. J'ai dit que j'étais comédienne voix, que je voulais passer un casting et que si c'était possible. Donc, les portes s'ouvraient, on passe un casting, ils nous font passer sur différentes choses, du film institutionnel, du documentaire, avec différentes consignes. Donc, là, on va voir si on sait répondre à une demande, faire différentes voix, graves, aiguës. Et puis, à l'issue de ça, ben, le temps passe. Et puis, à force d'appeler, de redire «Je suis là, je voudrais travailler, j'aime vraiment ce métier». Et bien, un jour, on nous appelle pour dire «Demain, tu es disponible?» Donc, on dit «Oui». Et puis, c'est parti comme ça. J'ai fait une pub jouet à l'époque. Et puis, ça l'a fait. C'était pas évident. J'avais jamais fait ça et c'était assez exigeant. Et puis, et puis ça s'est enchaîné. Beaucoup de pubs jouets au début. Puis après, j'ai dit que j'avais envie de faire plein d'autres choses. Et puis, j'ai fait différentes voix. Aujourd'hui, j'aime autant faire du documentaire, du doublage, du livre audio. C'est un milieu qui est très varié. Et à l'intérieur même du métier de comédien voix, euh, il y a encore plein de casquettes, plein d'éventails. J'ai l'impression que ça fait plein de petits éventails en vous parlant, en fait. Et tous les comédiens voix vont pas forcément être capables de faire du doublage, du film d'entreprise, de la pub, parce que chaque voix a sa spécificité aussi. Et il faut bien comprendre les rouages, ce que demande le client, parce que là, on a affaire à des clients qui ont des demandes, qui ont un plan de communication, et nous, on n'est plus pour le coup dans du jeu pur où on va créer un personnage, mais on est dans de la stratégie de communication. Et il faut savoir répondre à une demande avec, à mon sens, beaucoup d'humilité, d'écoute et et de temps. Il n'y a pas de problème. C'était pas bon, on va refaire. On a le temps. Et du coup, je me demandais, ça c'est une des premières choses quand on a vu ton profil qui, moi, m'a posé question. Et là, tu confirmes un peu ma question. Comme tu dis, tout le monde n'est pas capable de faire tout, que ce soit dans la voix ou dans le théâtre, etc. Et du coup, je me demandais quel était l'œil de la profession par rapport au fait que tu aies, toi, plein de casquettes. Et probablement plus que peut-être d'autres qui sont dans la même profession que toi. Est-ce que c'est difficile de passer, de dire «Hey, j'aimerais bien tester cette casquette supplémentaire» ou «Hey, je sais faire ça aussi»? Comment ça se passe? Et bien, grande question. Grande question, je trouve compliquée. Je vais vraiment parler à mon sens. Euh, dans les comédiens voix, on est quand même en grande majorité des comédiens voix qui viennent du théâtre, qui font des tournages, tournages aussi bien fiction, pub. Euh, je dirais que rares sont les comédiens qui sont que des comédiens voix aujourd'hui. Il y en a, mais pas en majorité. Après, moi, c'est vrai qu'on m'a souvent dit qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas. Tu fais du théâtre, tu fais de la musique, tu fais de la voix, tu fais de la photo maintenant. Je comprends pas bien dans quelle catégorie il faut te ranger. Et je, je mets un grand silence. Euh, j'ai du mal à répondre. Au début, ça m'a un peu affectée parce que je me disais, mince, en fait, je voulais pas être cataloguée touche à tout. Et du coup, je donne cette image de touche à tout alors que j'ai vraiment voulu me former d'abord en tant que comédienne. Une fois que je me suis sentie formée en tant que comédienne, euh, j'en ai pas parlé, mais je suis allée me former en tant que musicienne. J'avais un projet pendant 5 ans où j'écrivais mes textes, je compose la musique et donc voilà, j'ai joué pendant à peu près 5 ans. Euh, et puis,
Et puis il y a la voix, enfin, pourquoi choisir? Pour moi, voilà, il y a plein de temps différents et c'est pas forcément, une évidence. Du coup, je dirais que là, en ce moment, je suis un peu en chantier sur ce sujet. J'essaye de réfléchir à comment, donner du sens, relier tout ça pour qu'il y ait une cohérence dans l'authenticité. Je si je peux dire ça. Oh, je pense que ça va parler à beaucoup de nos auditeurs parce que je pense qu'on est tous passés à un moment donné par la recherche de notre fameux, ce qu'on appelle chez nous le fil rouge. C'est ça. Qu'est-ce qui a motivé toutes ces expériences? Parce que si on a décidé de les faire et si elles nous plaisaient, c'est qu'elles doivent bien avoir un point commun quelque part. Elles doivent bien nous apporter, nous nourrir d'une certaine manière. Et en plus, nous, on fait des ponts que les autres parfois ne font pas. Pour nous, je sais que moi, que ce soit dans la formation ou dans la communication, pour moi, c'est la même chose en fait. Expliquer quelque chose à quelqu'un, que ce soit parce que je suis en formation ou parce que je suis en train d'écrire un email pour Cameo ou quelque chose, pour moi, c'est la même chose. Je partage avec les autres et c'est juste le canal qui est différent. Donc pour moi, il y a finalement beaucoup de points communs entre ces deux choses qui sont pour les autres totalement différentes. Et je pense qu'on a tous vécu, à l'intérieur de Cameo, à l'intérieur de la communauté, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi ça me plaît? Et qu'est-ce que j'y cherche? Et qu'est-ce que moi j'y trouve de commun? Donc bienvenue dans Merci. cette question existentielle qui nous anime tous. Mmh. Mais c'est intéressant parce que souvent on reçoit ici des gens qui sont très à l'aise avec cette notion de touche à tout, etc. Et je pense que tu es une des premières personnes qui est peut-être au début de sa réflexion, en tout cas de se dire comment je peux me faire accepter tel que je suis et pas juste enlever des casquettes ou pour la plupart des gens chez nous, c'est enlever des lignes sur le résumé, sur les CV. On enlève des lignes pour dire, ben, ok, on va essayer de faire un profil qui rentre mieux dans les cases de ce qu'on attend de moi pour telle ou telle mission, tel ou tel poste, etc. Et bon courage. Bah, Voilà. C'est tu une parles du réflexion. CV, pardon, tu parles du CV et c'est exactement ça. Au début, j'avais plusieurs CV, un de comédienne, un de voix, heu, à l'intérieur de comédienne, un de théâtre, un de cinéma, encore que j'en ai pas fait beaucoup, plutôt, publicité. J'ai fait beaucoup de publicité photo ou vidéo et puis, pareil, j'avais des sites internet, de j'en avais trop et je me sentais éclatée. Du coup, il y a eu un moment, je me suis dit: «Tant pis, en fait, je suis Sarah et Sarah, c'est tout ça et sur mon CV maintenant, bah, il y a tout» et je sais que ça plaît pas forcément, que très souvent, on me dit: «Il faut faire plusieurs CV», ça éparpille. Mon site internet que j'ai fait il y a pas si longtemps, pareil, j'ai décidé de mettre toutes mes activités parce que d'abord pour moi, ça me permettait de me réunir et de me dire: «Voilà, je fais tout ça, ben, c'est moi» et j'ai plus envie d'être acceptée plutôt que me conformer. Mais aussi, ça peut perdre et j'essaye aussi de me regarder d'un œil, plutôt extérieur et de me dire, bah, si ça perd, est-ce que finalement il faut pas que je revienne sur ce que je disais et plus, segmenter pour pas perdre et plus, pour viser d'autres boulots? Heu, si je faisais voilà, si je segmentais plus, peut-être que j'arriverais plus à toucher les gens, dans le secteur visé. La question est compliquée. J'ai pas Oh encore de non, c'est une réponse. question qu'on a tout le temps avec nos clients sur les sites internet, Bah, ouais. etc. Je te rassure. Mais du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Je me dis: «Bah, non, j'ai envie d'être, unie, mais en même temps, je vais pas je suis peut-être pas assez pertinente et efficace, donc il faut que je me disperse». Ouais, Alors, voilà. voilà, si je peux me permettre, un petit truc qui est un peu, on va dire en dehors du podcast, mais c'est que, nous, c'est des accompagnements qu'on fait, chez Cameo, pour aider les gens à faire ça. C'est ce qu'on appelle le parcours chez nous. C'est-à-dire comment trouver justement ce fil rouge et comment, se projeter et puis comment arriver derrière à parler de soi en rassemblant toutes nos parties. C'est vraiment un travail, interne, qu'on est amené à faire à un moment donné parce que, bah, comme toi,
est-ce qu'on a envie de segmenter? Nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est qu'au contraire, il faut trouver ce qui anime et ce qui rassemble, plutôt que partir sur plusieurs choses, parce que plus on rassemble et plus on a un message fort, plus on va convaincre. Et du coup, il faut aller chercher qu'est-ce qui est positif là-dedans et qu'est-ce qui va faire que ta marque à toi, c'est la tienne et celle de personne d'autre. Euh, donc c'est faisable. Ça demande du temps, ça demande de la réflexion, ça demande voilà, mais c'est faisable. Et puis ben, je peux que t'encourager si tu viens de découvrir Cameo à découvrir un peu plus ce qu'on fait. Ça va probablement te parler certaines choses. Mais ça sera avec plaisir en tout cas qu'on t'accueillera. Mais ça m'a fait du bien que vous me demandiez cette interview et du coup de me sentir dans un groupe, ce terme de slasher, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps et ça m'a... Ah, ah ouais, je suis pas toute seule en fait. Ouais, je me suis dit, je sais pas, ça a mis du sens. Tu parles de fil rouge, bah du coup ça m'a mis un sens. Du coup, Bah nous, merci. on s'est promené un petit peu dans ton Instagram avant de venir. Et moi, il y a un post que tu as fait qui m'a beaucoup parlé dans ton Instagram. C'était sur je crois que c'était un challenge 100 jours de lumière, donc sur Ouais, des de photos que photos. tu faisais. Ouais. Et tu avais mis une photo où on te voit, donc c'est un autoportrait où tu es assise et il y a un miroir qui est morcelé. Et donc, du coup, ton image à toi est morcelée. Et je vais lire le texte pour ceux qui nous écoutent. Il y a écrit se sentir morcelé parfois, entière d'autres fois, dans toutes les tâches, dans chacun de mes métiers. Se rassembler, se réunir, dire. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, je veux venir. Je veux parler à Sarah. Déjà parce que c'était très bien écrit et que je suis très sensible à ça. Et puis parce que bah, pour moi, quand Julien m'a dit on invite Sarah au podcast, je me suis dit, qui c'est? Elle fait partie de la communauté? Non. Et donc, du coup, je suis allée voir ça et je me suis dit effectivement que c'était intéressant de discuter avec toi sur ce ressenti que tu avais et où tu en étais de ta recherche pour essayer de sentir cette unité. Donc, merci de le partager avec nous aujourd'hui. C'est super intéressant. Bah, ça me touche beaucoup, ce que tu dis. C'est marrant parce que, tu vois, en t'entendant parler et en disant, mais les gens te demandaient de segmenter ton CV ou, et te demandaient, mais je comprends pas très bien. Je me demande s'ils se font la même réflexion quand ils voient d'autres personnes très célèbres, comme, je sais pas, je prends au hasard Alexandre Astier, qui va faire réalisateur, acteur, musicien, etc. Est-ce qu'ils seraient amenés alors de lui demander aussi, eh ben non, il faudrait que tu segmentes parce qu'on comprend pas très bien ce que tu fais, et puis à d'autres personnes. On prend souvent ces modèles-là, enfin ces personnes-là comme modèles, et on part ça comme une évidence, mais souvent, ce qu'on se rend pas bien compte, c'est que ben, ces personnes-là, comme tu disais très bien, elles sont entières finalement. Elles n'ont pas besoin de de se coller une étiquette d'acteur, chanteur, etc. Elles sont juste elles-mêmes. Nous, souvent, c'est vrai, en communication avec Lauriane, on a souvent cette question, ben voilà, je propose plusieurs choses, ou j'ai plusieurs cibles, potentielles cibles, personnes à qui je m'adresse. Est-ce qu'il faut que je fasse plusieurs sites internet? Est-ce qu'il faut que je fasse plusieurs comptes différents? Alors déjà, d'un point de vue pratique, c'est beaucoup plus de travail en fait. Hein. Si tu as 2 sites, c'est 2 fois plus de travail. 3 sites, c'est 3 fois plus de travail. Donc déjà, c'est une première raison de ne pas faire ça. Et la seconde, c'est comme disait Lauriane, c'est-à-dire que mais tu es une personne à part entière et finalement, si jamais tu commences à segmenter, tu perds ce qui fait ton unicité, tu perds ce qui fait ta voix. Et c'est vrai que c'est un vrai travail finalement de se poser les questions, OK, en quoi je suis différent des autres? Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi mon pourquoi finalement? C'est quoi ma vision? C'est quoi ma mission de vie? Et comment je l'exprime? Mais une fois que tu as ça, finalement, ça, c'est comme une évidence. Moi, je me souviens de mon côté, pareil, hein, j'ai fait plein de métiers, informaticien, marketing, j'ai fait beaucoup de musique, j'ai fait du jeu vidéo, j'ai fait plein de choses. Et finalement, de comprendre quel était le lien, le point commun entre toutes ces expériences, et une fois que je l'ai trouvé, en fait, ça m'a semblé comme une évidence. Et surtout, ça, j'ai l'impression aussi que on devient en paix avec tout ça. C'est OK. Et quand on est en paix avec tout ça, les gens qui nous posent la question, en fait, le sentent tout de suite. Hmm. Parce qu'ils peuvent plus nous bousculer, en fait. On dit, ben ouais, mais moi, mon rôle, c'est ça, quoi. Dans tous les projets que je fais, ce qui est important pour moi, c'est ça.
Et en fait, peu importe, ce que tu as envie de mettre dessus, hein, que ce soit acteur, chanteur, et cetera. Mais en tout cas, moi, ce qui est important pour moi, c'est, je sais pas, je dis n'importe quoi, faire passer telle émotion, montrer qu'on est capable de faire ça, et cetera. Et ça paraît comme une évidence, quoi. Mmh. En tout cas, ouais, Et là, c'est il ce qu'on faudrait a que j'enchaîne avec constaté. une question, mais j'ai pas, donc si rien. Non, mais c'est plein de langages, tu vois, c'est tous ces langages. Mais en fait, je me dis depuis que je suis jeune, je me dis que voilà, j'ai plein de langages, moi j'ai envie de m'exprimer et de dire, et de plein de manières différentes. Et après, le monde dans lequel on vit fait qu'on se pose des questions et qu'on se dit, ah, ouais, je vais morceler, mais en soi, j'ai pas changé, quoi. J'ai toujours pas choisi et je choisirai pas et j'aime faire toutes ces choses-là. Je te rejoins sur les étiquettes, ça m'a fait penser, la question forcément de la parentalité a pris beaucoup de place aussi dans ma vie et me pose beaucoup de questions et plus en termes d'humain. Ça me fait grandir en tant qu'humain de qu'est-ce qu'on transmet? Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et sur les étiquettes, hem, on nous colle des étiquettes depuis qu'on est petit. C'est en train, je trouve, de changer. Mais du coup, si dès le début, on te colle l'étiquette je vais prendre l'étiquette de timide, heu, qu'on m'a collée, comment s'en dépêtrer, en fait? Alors que si tu dis à un enfant que, ben, tu es plutôt réservé ou que, tu es pas maladroit, mais que, bah, là, oui, tu as fait tomber quelque chose et bien, du coup, ça laisse, une liberté à l'être humain d'être qui il veut et de pouvoir changer et du coup, de pouvoir choisir et qu'on n'est pas pour toujours gravé dans la pierre, comme ça. Et moi, ça, je trouve que c'est une base, très importante, de dire qu'on est sans arrêt en mutation, en évolution et qu'on peut changer, qu'on est capable, qu'on peut y arriver et qu'il faut croire en soi. Et ça, c'est un truc qui, moi, les questions des étiquettes me parlent beaucoup depuis que je suis maman, mais même avant ça. Euh, j'ai fait de la psychologie dans mes études, donc du coup, ça me parle pas mal. C'est cette espèce de... En fait, il y a un truc qui est hyper intéressant à savoir, c'est que sur notre cerveau, on est obligé de catégoriser les choses pour aller plus vite dans le traitement de l'information. Notre cerveau, c'est un gros flemmard, où on pourrait dire qu'il a tellement de choses à traiter qu'il faut bien qu'il en mette en priorité. Mais en tout cas, il essaie d'économiser ses ressources. Et donc, du coup, il a tendance à mettre des étiquettes de toute façon sur tout ce qui nous entoure. Mais comment on fait pour que ces étiquettes, elles ne nous réduisent pas, nous, en tant qu'êtres humains? Ça, c'est une question, je pense, qui est cruciale pour nous en tant que multipotentiels. Euh, et personnellement, je suis persuadée, enfin, je pense fort que ça va être lié à notre redéfinition de ce que c'est qu'une étiquette. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir s'en passer parce qu'on fonctionne comme ça et qu'on peut pas changer, on peut pas la changer la manière dont notre cerveau fonctionne. Mais est-ce qu'on peut redéfinir ce que c'est une étiquette? Est-ce que au lieu de créer une étiquette sur un comportement, on pourrait aller sur le méta-comportement? Et c'est là qu'intervient le fil rouge chez nous. C'est oui, l'activité elle est différente, mais en vrai, les compétences auxquelles ça fait appel, elles sont identiques. Donc, c'est juste que je m'exprime différemment en utilisant les mêmes choses. Et du coup, est-ce qu'on peut mettre cette étiquette à ce niveau-là? Parce que comme ça, c'est moins réducteur pour moi. Et ça me laisse l'opportunité de faire différentes choses dans ce que je maîtrise. Et bon, ça, Bon, là, je pourrais partir des heures à discuter sur ça. Donc, comme c'est pas mon podcast, je vais pas en parler. Mais moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a, comme on parlait parentalité, etc., c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi depuis que j'ai ma fille et tout ça, et que j'essaye de mettre en pratique. C'est, OK, au lieu de parler de, comme tu disais, est-ce que tu es timide, est-ce que tu es maladroit, est-ce que tu es, voilà, c'est OK, mais à quoi ça fait appel? Est-ce que tu as besoin d'aide déjà? Parce que peut-être que si tu es réservé et maladroit, peut-être que tu as besoin d'aide Mmh. pour te sentir un petit peu mieux dans ta peau. Ça, c'est la première chose. Mais aussi, quand tu as des points forts, est-ce que tu as des points forts juste dans ce que tu fais ou au contraire sur une compétence au-dessus et qui, elle, pourra s'exprimer de plein de manières différentes et où là, tu pourras choisir de quelle manière, au singulier ou au pluriel, tu as envie de les exprimer. Et, et je trouve ça super important de se dire, en fait, j'ai du mal avec les gens qui disent il faut plus d'étiquette parce qu'on ne peut pas le faire. Mmh.
humainement parlant, on ne peut pas ne plus avoir d'étiquette. Sinon, ça voudrait dire prendre notre cerveau, l'enlever et changer d'espèce. C'est compliqué. Mais comment on peut les utiliser à notre avantage et comment on peut les changer pour qu'elles ne soient pas réductrices, mais qu'au contraire, elles nous portent. Et voilà. Je vais m'arrêter là, sinon je pourrais continuer des heures. Non, mais c'est tout à fait ça. Mais voilà, je trouve ça hyper important sur l'étiquette. Et par rapport à Alexandre Astier, je sais qu'on est revenu dessus, mais comme tu l'as noté tout à l'heure, je pense quand même que, bon, déjà, cette personne ne joue pas dans la même cour de récré que la plupart des gens. C'est... Voilà, on va être honnête là-dessus. Mais c'est surtout, je pense qu'à un moment donné, il a quand même dû réduire un petit peu ce qu'il faisait. Parce que si on se souvient, il est venu sur le devant de la scène avec Kaamelott. Et au début, Kaamelott, c'était un petit programme télé pour faire rire entre la météo et le journal. Et bon, il jouait, il écrivait les textes et il faisait la réalisation. Ça, c'est des trucs qui déjà sont pas mal, mais en fait, c'est après qu'il a pris son ampleur et c'est après qu'on lui a laissé, une fois qu'il avait fait ses preuves, qu'on lui a laissé mettre toutes ses casquettes. Ça veut pas dire qu'il les avait pas avant, mais ça veut dire que la profession les a acceptées à partir du moment où il avait fait ses preuves sur un terme réduit. Et c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure de comment la profession, le milieu professionnel du théâtre, du cinéma, etc., a accepté tes casquettes, parce que je sais que c'est un milieu qui peut être assez difficile et qui aime bien. On a tous entendu ces stars d'une série télé qui peuvent pas aller au cinéma après parce qu'en fait elles sont catégorisées séries télé, elles peuvent pas sortir ou pub ou machin. Enfin, une fois que tu as une casquette et que tu es visualisé dans un truc, on te dit que tu peux pas bouger. Alors que je pense que peut-être pour l'entourage dans ta famille, bon, on a vu que ta famille était a priori assez open sur ça, mais je pense même quand tu rencontres des gens pour la première fois, leur dire bah, je suis artiste et je suis comédienne, je fais ça passe beaucoup plus facilement que si tu te pointes à un casting, comme tu disais, avec un CV qui reprend tout ce que tu as fait, ou là on risque de te regarder un peu plus avec un œil un peu plus dubitatif, pour être gentil. Je sais pas ce que toi tu ressens ça quand tu parles à quelqu'un qui est pas du tout du milieu et la différence avec quelqu'un entre quand tu arrives à un casting, tu essayes de parler ce que tu as fait. Euh, je dirais... Ah, je respire, j'y vais. Euh, je pense que quand tu es droit dans tes bottes, que juste tu te recentres et que... Mais je reprends un peu ce qu'on s'est déjà dit Ouais. tout à l'heure, en fait, mais de plus en plus, moi, je me dis, je laisse pas la place à... Ah, comment dire? Je me reprends, je respire. Je, je, je- Finalement, peu importe le regard des autres, en fait. D'accord, En ouais. fait, je me dis ça parce que si je commence à me dire comment l'autre va penser que je suis, si quand, si quand je joue, je suis en train d'analyser ce que je suis en train de faire, si quand je fais du doublage, je suis en train de me dire, ah là, ce que j'ai fait, bof, c'était pas terrible. En fait, c'est pas terrible du coup. Du coup, on est mauvais. Euh, je commence un petit peu à faire de la direction d'acteur sur du doublage. J'aimerais bien peut-être continuer aussi là-dedans. Et le peu que j'ai fait, j'ai trouvé ça très intéressant parce que justement, ça m'a permis de voir les comédiens, du coup moi, puisque c'est quand même mon métier de base, on réagit et dès qu'on pense à ce qu'on fait, dès qu'on se juge, on peut pas être bon. Donc, je dirais de ne pas se poser de questions, que ce soit un casting ou quand on travaille, juste, voilà, je viens. Moi, mon métier, c'est comédien. Et il n'y a personne d'autre qui va dire que c'est pas vrai. Parce qu'en fait, dans ce métier, et dans aucun autre, enfin, dans presque aucun autre métier, c'est comme ça, en fait. Comédien, tu décides que tu es comédien, bah, tu es comédien. Hmm. Et après, il va y avoir la reconnaissance du métier, le fait de beaucoup travailler, et du coup, on a la reconnaissance de la profession, qui fait que bah, ça nous stabilise. Mais à l'intérieur de soi, je suis comédienne, je suis musicienne, je suis ce que tu veux. Et j'ai un objectif, il est là-bas. C'est le chemin qui compte, on est bien d'accord, hein. Mais j'ai un objectif et j'y vais. Et peu importe les gens qui vont être sur ma route,
déjà d'arriver à se dire, bah, les embûches, elles vont me construire et ça va être chouette et tu me mets des bâtons dans les roues. OK, bah, ça va me permettre de me remettre en question. Moi, je trouve ça primordial de toujours se remettre en question. C'est un métier où c'est jamais acquis, jamais. Et c'est pas parce qu'on est au top niveau, c'est pas parce qu'on a réussi à avoir, un premier rôle, dans un doublage, dans un film, dans n'importe quoi, où demain, ça peut s'arrêter. Parce qu'il y a plein d'autres gens qui attendent et qui ont envie de faire ce métier et c'est très bien. Il y a aussi de la place pour tout le monde. Sa place, il faut se la faire et il faut la défendre et se dire que c'est jamais acquis. Donc je sais pas si je réponds forcément à ta question, mais voilà, de pas se juger. Il y en a plein d'autres qui sont là pour le faire de toute façon. Mais continuer, avancer, ne pas oublier de se remettre en question pour pas être bourré d'ego et de se dire: «Waouh, j'y arrive trop bien, c'est trop bien», non, toujours se remettre en question. Parce que le métier, il change aussi et que du coup, c'est bien de se remettre à la page. Les modes, elles changent aussi, donc c'est bien de savoir ce qui se fait. Ouais, voilà, croire en soi, je l'ai déjà dit, mais au maximum, hein. Bien sûr, mais ça reste un très, très beau message à communiquer à tout le monde parce que j'aime bien la force que tu as quand tu le dis. Non, mais c'est vrai, enfin, moi, en tout cas, je trouve ça très inspirant parce que je pense que même si on est tous sur différents projets, je sais pas toi, Julien, ce que tu en penses, mais ben voilà, on se pose tous des questions. On a tendance à tous se dire qu'est-ce que machin, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Donc il faut se remettre en question, mais il faut aussi y croire beaucoup. Et j'aime beaucoup la force que tu as quand tu le dis. Et j'ai plein de moments de doute, j'ai plein de moments où je me dis: «Bah, j'en sais rien», mais j'ai toujours eu ce truc à l'intérieur qui m'anime et ouais, j'aime faire ce que je fais et je pense que c'est ça qui est trop important. Peut-être qu'un jour j'aimerais plus, dans quel cas je me dis que j'arrêterai, je ferai autre chose, mais et du coup, c'est savoir rebondir. Mais ce métier, il apprend aussi à savoir rebondir parce que je un truc que j'ai pas dit, mais qui est intéressant, dans le milieu de la voix, je sais jamais ce que je fais la semaine prochaine. J'ai pas de si vous voulez, là, j'ai pas de travail la semaine prochaine, mais en fait, j'en ai pas sur tout le reste de ma vie, en fait. Et ça, il y a beaucoup de gens qui sont très troublés, mais moi, je le vois comme une grande liberté parce que j'ai pas d'employeur fixe et en même temps, je travaille avec beaucoup de gens qui, aujourd'hui, me font confiance et je les en remercie, mais ça se construit. Heu, mais je sais, voilà, je sais jamais trop ce que je fais la semaine prochaine donc d'un côté, il faut toujours se dire: «Ça va venir». Ça s'acquiert, hein, au début, on est très stressé et puis, en fait, il f ça va venir. Je ça apprend, une philosophie de vie intéressante, ça apprend la méditation aussi et puis une fois qu'on est un peu plus libéré de ça, un peu plus, hein, quelle liberté, du coup et puis ça laisse du temps, ça laisse, si j'ai envie de partir en voyage pendant 3 mois, je peux. Moi, je trouve ça génial. C'est clair. Une trop belle liberté, ouais. Mais il y a un côté stressant, hein, c'est sûr. J'imagine. Après, celui qui dit l'inverse, je pense qu'il ment un petit peu, hein. Celui qui dit qu'il est complètement confiant par rapport au futur, par rapport à tout ce qu'il fait, il sait tout ce qui va se passer, etc. Étant donné que le monde, et puis on l'a vu ces derniers temps, est tellement changeant. Mmh. Enfin, en tout cas, peut-être qu'on certains s'en apercevaient pas avant, mais là, on peut plus vraiment l'ignorer. Ben, il faut apprendre à vivre avec. Et c'est un très beau message finalement ce que tu fais passer, c'est-à-dire vraiment ouais, prendre un peu de recul et puis se dire: «OK, ça va le faire, quoi, ça va le faire, je me suis prouvé que ça allait le faire» et puis tu te fais confiance et surtout tu incarnes, pleinement qui tu es et tu l'assumes et c'est OK, quoi et arrêter d'intellectualiser à outrance finalement quand tu es en train de faire les choses. Moi, c'est quelque chose qui m'a qui m'a valu, être absolument enfin, je suis désolé, hein, très nul, particulièrement nul dans certaines situations parce que je réfléchissais tellement à ce que je faisais et je voulais tellement bien faire pour les autres, plutôt que simplement, en fait, me concentrer sur le message que j'avais envie de faire passer, que,
que justement, mais comme tu dis d'ailleurs, le fait de s'en rendre compte et d'évoluer par rapport à ça, te fait vraiment évoluer toi-même en tant que personne et puis, te faire te sentir, bien, faire un vrai travail sur soi et puis se retrouver finalement, tel qu'on est, quoi. Donc, ouais, Mmh. c'est un très beau message en tout cas ce que merci en tout cas pour tous ces messages. Est-ce que je vous propose qu'on arrive à la fin de ce podcast, c'est qu'on passe aux questions one shot, aux questions rapides. Est-ce qu'il y a un livre que tu offres régulièrement ou que tu Ouais, conseilles? je l'ai pris, bon, vous le verrez pas, mais Vivre pour se sentir vivant. C'est un livre d'Albert Bosch que j'aime beaucoup, que du coup je suis en train de relire en ce moment. Je l'avais lu il y a quelque temps et que j'ai beaucoup offert. Heu, c'est un gars qui part traverser à pied l'Antarctique. Il part, au début en équipe et puis ensuite, il se retrouve seul. Mais plus qu'un livre d'aventure et de voyage, il fait plein de parallèles avec sa vie et j'avais juste envie de vous lire le tout début parce que je trouve que ça parle bien, ça rejoindra la citation, mais si nous passons notre vie à attendre qu'il se passe quelque chose de particulier, la seule chose qui se passera sera plus que probablement la vie elle-même. Et du coup, voilà, c'est hyper intéressant à lire. C'est très concret. On n'a que envie de le croire. Ça Voilà. donne envie en tout cas. Mmh, Ouais. ça donne envie. Ça sera rajouté à notre liste, c'est clair. Est-ce qu'il y a un achat récent de moins de 100 € qui a eu un impact particulièrement positif sur ta vie? Eh bien, je sais pas quoi répondre à cette question. Je J'avoue que j'achète pas beaucoup de choses. J'aime la récup, j'aime, faire avec peu de choses. Du coup, je vais plus, dire, «Allez faire les brocantes». J'ai Ouais, j'ai pas forcément de choses, de matériel, Après ça peut être, alors soit effectivement de la récup, hein, moi souvent j'adore donner une deuxième vie ou, vendre quelque chose pour que c'est une deuxième vie. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Je trouve ça mmh, vraiment agréable de se dire que, beh, on a fait quelque chose et puis on peut continuer à l'utiliser ou on peut en faire profiter quelqu'un d'autre. Moi particulièrement les jouets, les choses comme ça pour ma fille, ouais. j'adore qu'il y ait voilà. Ou sinon après ça peut être du domaine artistique. Je me rappelle, la dernière fois, c'était un paquet de feutres, pour dessiner. Avril nous avait répondu ça. Donc voilà, si jamais tu as quelque chose, après si tu as pas, c'est pas grave, on peut passer à la question d'après. Heu, Bah, ça peut être justement de la peinture. Du coup, c'est vrai que je fais pas tellement de peinture. Pour le coup, je me suis dit: «Bon, cette case-là, je vais pas la faire». C'est la case artistique que j'ai pas et c'est pas grave, je vais pas la développer. J'en ai suffisamment développé et je me suis mis à faire de la peinture, avec mon fils. J'ai trouvé ça hyper agréable et de continuer à explorer. Ouais, je trouve ça chouette. Ouais, excellent. OK. Si tu pouvais revenir dans le passé et donner un conseil à ton toi de 20 ans, tu lui dirais quoi? De respirer, d'aller marcher, faire de la méditation, chose que j'ai fait et ça va le faire. De de se trouver, de se chercher et de trouver la flamme à l'intérieur. Voilà. Merci beaucoup et à moi, pour, la dernière question, je pense. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes, que tu aimerais partager avec nous? Je retrouve plus le nom de l'auteur, alors ça m'embête. Mais, c'était On dans un tr cherchera on ouais, cherchera sur internet et puis on on mettra le cherchera lien parce que dans ça les m'embête, parce ouais. que j'aime beaucoup cet auteur et du coup là, slack. Il dit: «Les tempêtes ne sont pas des neiges éternelles». Et il y a quelque temps, du coup, j'avais écrit, une chanson qui s'appelait «La tempête». J'avais traversé des choses, bien compliquées dans ma vie et ouais, j'aimais bien me dire qu'on traverse. Ce mot «traverser» pour moi, c'est quelque chose qui est important. De pas, de pas mettre de côté les choses parce que tôt ou tard, elles ressurgissent et de traverser la tempête, de monter sur le bateau et d'y aller et d'affronter, de regarder, ouais, surtout de pas enterrer. Peut-être que c'est le conseil que je donnerais aussi à mon moi de 20 ans, mais ouais, affronter, traverser, y aller,
Même si c'est difficile, même si ça remue, on en sort grandi. Je dirais Super. presque surtout si c'est difficile et ça remue. Mmh. Faut Ouais. le faire. Peut-être que c'est Jean-Louis Fournier? Tu peux Merci. trouver en tapant? Ah, OK. J'ai tapé, sur Google, hein, c'est pas Oui, Jean-Louis Fournier, j'aime beaucoup ses textes qui sont il a pas une vie facile non plus il a toujours énormément d'humour pour parler de choses, très difficiles. Là, c'est sur, un texte où il parle du décès de sa femme, mais il en parle avec, tellement d'humour que, ça en est joyeux. lire À aussi. J'aime découvrir et aussi. j'aime beaucoup les paradoxes. Je trouve ça toujours intéressant. Sarah, merci beaucoup. Merci pour Merci cet à vous. échange. Merci, oui. C'était très, très agréable de découvrir ton parcours et de t'entendre. Écoute, on suivra de près. Où est-ce que les personnes peuvent, découvrir ton travail? Vous Te tapez contacter? Sarah Cornibert, vous allez me trouver. Super. Allez, merci. Merci Lauriane, merci Sarah. Je te souhaite une très bonne journée et puis, je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Merci.